Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Bis repetita, à nouveau, comme au mois de mars, le gouvernement hier a eu à nouveau recours au vote bloqué pour empêcher l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi communiste proposant de revaloriser les retraites agricoles à 85% du SMIC au lieu de 75% aujourd'hui. Une mesure dont le coût de 400 millions d'euros aurait été financé par une taxe sur les transactions financières. Alors, cette mesure avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale, mais par une Assemblée nationale d'un autre temps, sous le précédent mandat de François Hollande. Le Sénat s'apprêtait à faire de même, à adopter ce texte exactement dans les mêmes termes, ce qui aurait valu application immédiate. Mais voilà, le gouvernement y est fermement opposé. C'est la raison pour laquelle, au mois de mars, comme hier, il a demandé un vote bloqué, c'est-à-dire qu'il a obligé le Sénat à voter sur le texte amendé par ses soins, c'est-à-dire avec un report de cette mesure de 2018 à 2020 et un report à la prochaine réforme systémique des retraites. Grande colère de la part des sénateurs qui ont dénoncé un nouveau coup de force à l'égard du Parlement de la part du gouvernement. Voyez donc cette soirée très mouvementée. Je vous rappelle que l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer. C'est une demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. La discussion générale, je vous le rappelle, a été close et nous allons passer à la discussion du texte de la Commission. Chers collègues, vous rappelez que la discussion a commencé le 7 mars dernier, que le gouvernement avait demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote, conformément à l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, sur l'ensemble de la proposition de loi, modifiée par l'amendement numéro 3 que le gouvernement avait déposé. Pour la clarté de nos débats et afin de répondre d'ores et déjà à ce qui pourrait être des interrogations et éviter tout risque d'incompréhension, je me permets de vous apporter quelques précisions sur le déroulement de nos travaux. Dans le cadre de la procédure d'un vote unique, les sénateurs conservent la possibilité de prendre la parole sur tous les articles du texte. Et les auteurs des amendements conservent naturellement leur droit de présentation. En conséquence, à chaque article, les sénateurs inscrits en prise de parole sur les articles disposent, suivant notre règlement, de 2 minutes 30. À l'issue de ces prises de parole et de la présentation des amendements, nous passerons aux explications de vote et alors au vote unique sur les articles, les amendements retenus et sur l'ensemble de la proposition de loi. Voilà, je vous le rappelle, cette procédure, puisqu'elle n'est pas si commune que cela, et un utile rappel permet à ce que nos débats se déroulent dans une sérénité parfaite. Eh oui. Nous passons, si vous le voulez bien, à l'examen de l'amendement qui porte le numéro 4. Il est présenté par le gouvernement. Madame la ministre, je pense que vous le présentez. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous proposons l'amendement suivant. Les conjoints collaborateurs sont ceux qui perçoivent les pensions les plus faibles au sein du régime des exploitants agricoles, de l'ordre de 597 € par mois. La pension majorée de référence est un minimum de pension de retraite de base spécifique au régime des non-salariés agricoles qui permet précisément de relever les pensions les plus faibles à un minimum variable selon la durée de cotisation. Le montant perçu par les conjoints qui travaillent sur l'exploitation est inférieur à celui perçu par le chef d'exploitation. De fait, il reste à un niveau particulièrement bas, 546,17 € par mois, pour une carrière complète en tant que collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou aide familiale. L'amendement proposé vise donc à augmenter le minimum de pension des conjoints de 5 %. Cette augmentation interviendra dès le 1er janvier 2020. Cette mesure de justice permettra d'améliorer la retraite de près de 160 000 personnes. Merci. Je vais maintenant solliciter l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur Vatrin.
Oui, écoutez, la Commission a débattu des 2 amendements. Je donnerai l'avis de la Commission des affaires sociales sur les 2, mais ce sera très rapide. Le premier amendement, donc celui qui vient d'être présenté par Madame la Ministre, a pour objet de revaloriser de 5% la pension minimale de référence, qui est le minimum contributif du régime des non-salariés agricoles pour les seuls conjoints collaborateurs et aidants familiaux, et Madame la Ministre vient de le dire, au 1er janvier 2020. Cet amendement représenterait pour les intéressés une augmentation de 27 € par mois maximum pour les assurés collaborateurs ayant effectué l'intégralité de leur carrière au sein du régime des non-salariés agricoles. Ces données sont à comparer à l'écart actuel entre la moyenne des pensions des anciens exploitants agricoles, donc les hommes, pour la plupart, qui se situe à 855 €, et celle des conjoints collaborateurs, qui est de 597 € en moyenne, donc un écart de 30%. D'après les estimations fournies par le gouvernement, le coût de cette mesure s'élèverait à 30 millions € par an en moyenne, contre, je le signale, 400 millions € pour l'ensemble de la proposition de loi en débat aujourd'hui. Le second amendement, je l'aborde tout de suite en un paragraphe, assouplit les conditions d'éligibilité aux points gratuits du régime complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation pour les pensionnés actuels reconnus travailleurs inaptes ou handicapés ayant liquidé leur pension depuis 1997 en levant la condition du taux plein pour bénéficier de points gratuits en alignant les règles. La Commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces 2 amendements. Le pas fait par le gouvernement reste, Madame la Ministre, très limité, d'autant que la hausse de la pension minimale de référence est renvoyée à 2020, vous venez de le dire. Par ailleurs, l'adoption de ces amendements remettrait, vous le savez, en cause la position de notre Commission des affaires sociales qui souhaite, à la quasi-unanimité, adopter ce texte conforme. C'est d'ailleurs une nécessité pour une application rapide de l'ensemble de la proposition de loi face à une urgence sociale reconnue de tous. Je ne peux donc, avec la Commission des affaires sociales, qu'émettre un avis défavorable sur ces 2 amendements. Donc j'ai entendu votre avis. Madame la Ministre, est-ce que vous considérez que votre amendement numéro 5 a été présenté par vous-même? Il est donc présenté. Nous allons aborder maintenant l'article 1er. Et je suis saisi d'une série de demandes de parole. Et tout d'abord, une demande de parole de notre collègue Laurent Duplomb pour le groupe Les Républicains. Chers collègues, vous avez la parole. Quoi ? Mais vous ne laissez pas impressionner, M. Duplomb. D'habitude, vous avez de l'aplomb. Alors, allez-y. Duplomb qui a de l'aplomb, Monsieur le Président, je vais essayer de conserver cette logique. Monsieur le Président, Monsieur et Madame la Ministre, mes chers collègues, à la lecture de cette proposition de loi, je ne peux qu'approuver le principe d'une revalorisation des petites retraites agricoles, tout en émettant quelques remarques. En effet, la revalorisation des petites retraites en agriculture est un problème récurrent que nous ne sommes jamais arrivés à endiguer, même si le passage de 75% à 85% du SMIC est une avancée. Qui, aujourd'hui, peut trouver normal, après une vie de travail, d'avoir une si faible pension? N'oublions pas, à ce sujet, que le montant faible de ces pensions est le résultat de faibles cotisations qui, elles, sont le résultat de faibles et très faibles revenus. Aussi, cette revalorisation est une attente forte des anciens agriculteurs qui voient tous les jours leur pouvoir d'achat diminuer et les décisions du gouvernement, telles que la hausse de la CSG et des carburants, n'ont fait qu'aggraver cette situation. Mes remarques sont de 2 ordres. La première concerne le mode de financement de cette revalorisation qui représente environ 400 millions d'euros. Il est prévu, dans la proposition que nous discutons, qu'elle soit compensée par l'augmentation de la taxe sur les transactions financières, passant de 0,3 à 0,4 %. Il ne faudrait pas que cette compensation devienne très vite un leurre et que cela se termine par une énième augmentation de la cotisation des actifs à la retraite complémentaire obligatoire. En effet, aujourd'hui, la RCO, de l'ordre de 760 millions d'euros, est financée par la contribution des actifs à la hauteur de 470 millions et le reste est compensé par des taxes diverses.
Depuis 2014, la RCO des actifs n'a cessé d'augmenter en passant de 3 à 3,5, puis 4, pour atteindre l'objectif d'une retraite de 75% du SMIC. Si ma crainte s'avère juste, cela se traduirait par un quasi-doublement de la cotisation de la RCO des agriculteurs actifs. Cela n'est absolument pas acceptable. Ma seconde remarque fait état sur une réflexion plus globale sur la situation de nos agriculteurs. Comme les petites retraites sont le fruit de petits revenus, leur faible montant réside dans la difficulté pour les agriculteurs de bénéficier de prix de vente pour leurs produits suffisamment élevés. Une des raisons largement connues est la pression que mettent les enseignes des grandes surfaces à faire baisser le prix depuis des décennies. Alors, au lieu d'augmenter la taxe des transactions financières pour compenser le coût de la revalorisation, ne faudrait-il pas augmenter la fiscalité des grandes et moyennes surfaces par le biais de la TASCOM et affecter ce produit sur la revalorisation des retraites? C'est le sens de la proposition de loi que j'ai aussi déposée sur la revalorisation des retraites agricoles. Cela permettrait enfin un juste retour du fruit du travail du laboureur et de ses enfants. Certes, la terre n'est pas obligatoirement un trésor, mais les grandes enseignes comme Leclerc, Auchan et d'autres encore s'en sont fait un sur le dos des paysans. À notre collègue Jean-Marc Boyer, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, pardon, fils et petits-fils de paysans, et nous sommes nombreux, je crois, ici dans cette Assemblée, nous avons tous été marqués par la retraite de misère de nos parents et grands-parents, et ça nous ramène aujourd'hui au sort de nombreux retraités agricoles. Aussi, cette proposition de loi constitue un appel à la dignité pour nos agriculteurs. Elle est un appel à la justice pour nos territoires ruraux. Elle est un appel à l'équité et à la solidarité des parlementaires pour des hommes et des femmes qui, toute leur vie, ont travaillé durement et se retrouvent, pour certains d'entre eux, à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Cette proposition de loi a déjà fait l'objet d'un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et pour cause, elle répond à des situations de détresse de nos anciens chefs d'exploitation agricole désormais à la retraite, dont 1 sur 3 touche une pension de moins de 350 € par mois et dont le niveau moyen est le plus faible des régimes. Cette proposition de loi demande ainsi d'offrir un minimum que tout un chacun est en droit d'attendre après une vie de travail, sans avoir jamais sollicité d'aides sociales diverses, sans jamais solliciter la solidarité nationale, alors que bien souvent, les enfants accompagnent en fin de vie leurs parents et leurs grands-parents à domicile. Le désarroi dans lequel vivent certains de nos retraités mérite une action et ne peut attendre d'être traité dans le cadre d'un projet de réforme globale des régimes de retraite qui en est toujours au stade de l'annonce. Cette préoccupation a été celle de gouvernements successifs depuis 2002, notamment en 2011 où le régime de retraite a été élargi, mais 75% du SMIC est assurément insuffisant. 85% est un minimum vital. Georges Pompidou, président de la République qui connaissait bien la ruralité du Cantal et la rudesse de la vie des agriculteurs, témoignait ainsi, et je cite, « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, durs au travail, économes, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités du cœur. Je n'ai pas eu une enfance gâtée, mais si loin que je remonte, je n'ai reçu que des leçons de droiture, d'honnêteté et de travail. Il en reste toujours quelque chose. » Merci. La parole est maintenant notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. En fait, Madame la Ministre, vous persistez à considérer que cette loi est prématurée. Et nous persistons à dire qu'il y a urgence sociale. Vos propositions d'amendement pour des applications pour 2020 ou après ne dupent personne. Vous voulez éviter le vote conforme. Nous voulons ce vote conforme parce qu'il y a urgence. Nous ne parlons pas le même langage. Vous nous parlez d'équilibre des comptes et nous parlons de justice sociale et de nécessaire solidarité. On nous dit que cette loi est prématurée, mais nous disons qu'il y a urgence sociale et que, par exemple, la réforme de l'impôt sur la fortune n'était aucunement une urgence sociale et une urgente nécessité. Certes, vous nous dites que les retraites agricoles, plutôt les retraités, méritent toute l'attention du gouvernement. Très bien.
Mais vous le savez, c'est comme en amour. Seul compte les preuves d'amour. Vous refusez les propositions de financement de cette proposition de loi du groupe CRC, mais vous n'en proposez aucune autre. Or, cette proposition de loi propose de mettre à contribution le monde de la finance. En quoi cela peut-il gêner de prélever 1 centime d'euro pour l'achat d'une action de 10 €? Vous nous parlez de chiffres et d'équilibre des comptes. Des chiffres, en voici, Madame la Ministre. Retraite de monsieur, non salarié agricole dans le département de l'Aude, 646 €. Retraite de madame, non salarié agricole dans le département de l'Aude, 321 €. Total pour ce couple, 967 € de retraite par mois. Ne pensez-vous pas qu'un effort supplémentaire puisse être fait et qu'il y a urgence à le faire rapidement? Voilà la situation difficile, pour ne pas dire précaire, dans laquelle se trouvent les anciens et anciennes travailleurs de la terre après des décennies de dur labeur. Ils ne demandent donc que reconnaissance et justice sociale. J'ajouterai que cette demande urgente ne concerne pas en priorité les grands propriétaires terriens, mais les petits paysans de métropole et d'outre-mer, ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fait passer l'agriculture autarcique à une agriculture de production. Ils ont droit à notre reconnaissance. La situation extrêmement difficile des retraités agricoles exige une mesure d'urgence. Les parlementaires l'ont bien compris. Cela mérite d'être souligné, car cette unanimité est rare. Le déclassement social de la paysannerie n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, les retraites agricoles demeurent très faibles en comparaison des autres régimes de retraite. Cela a été maintes fois rappelé aujourd'hui, mais aussi lors de nos nombreux travaux, ici même au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Comment peut-on laisser vivre les agriculteurs sous le seuil de pauvreté alors qu'ils sont la richesse de nos territoires et de nos terroirs? Comment peut-on prétendre qu'ils peuvent encore attendre alors que l'urgence sociale est là sous nos yeux? Comment pouvez-vous leur dire qu'ils peuvent attendre 2020 alors que vous vous êtes empressés, lors de votre premier budget, de rendre 3 milliards d'euros aux ultra-riches de ce pays? Vous n'êtes pas le gouvernement des riches, vous êtes le gouvernement des nantis. Nous avons la possibilité de changer leur quotidien immédiatement, sans contradiction avec la future réforme des retraites. Nous avons la possibilité d'augmenter d'un peu plus de 100 € par mois le pouvoir d'achat des 230 000 bénéficiaires actuels du dispositif. Mais pour des raisons obscures, vous refusez tout simplement cette avancée que de nombreux retraités attendent. Alors que la France vient de se voir une nouvelle fois reconnaître le titre de championne du monde du reversement des dividendes aux actionnaires, comme l'a confirmé l'ONG Oxfam hier, et que les premiers de cordée français sont les champions toutes catégories de la spéculation financière, il ne serait donc pas possible de prélever le minimum indispensable à la vie digne de nos retraités de l'agriculture. Vous avez soulevé bien des arguments techniques contre ce texte, qui ont tous été contredits. Vous avez mis en avant la précipitation avec laquelle les parlementaires auraient agi. C'est oublier que cette proposition de loi est le fruit d'un travail de terrain, d'auditions multiples, du travail des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces propos sont l'illustration du mépris de l'exécutif à l'égard du Parlement. Recours systématique aux ordonnances, à la procédure accélérée, même au vote bloqué, au temps programmé, à l'utilisation détournée des armes du rationalisme parlementaire. Ce n'est pas seulement l'opposition qui est muselée, mais tout le pouvoir législatif que l'on tente de bâillonner. Le pseudo-renforcement de l'efficacité du travail parlementaire et de la productivité législative ne sont que des mots creux. Le sort de notre proposition de loi le démontre. Merci de conclure, cher Loin de collègue. revitaliser notre démocratie, vous continuez à creuser le fossé entre les citoyens et les élus. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Gisèle Jourda. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes très chers collègues. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? C'est là le message aussi affligeant
que navrant et inacceptable qu'avec votre gouvernement vous adressez, Madame la Ministre, aux agricultrices et agriculteurs retraités qui n'en peuvent plus d'attendre et qui ont assez vu le soleil poudroyer et l'herbe verdoyer. C'est un véritable SOS qu'ils nous adressent et que nous devons entendre dans cet hémicycle. En France continentale et en Outre-mer, les pensions de retraite agricoles sont parmi les plus petites pensions de toutes les catégories socio-professionnelles. En 2015, la moyenne était de 790 € bruts par mois pour un ancien exploitant. Certaines n'atteignent même pas 500 €. Les fédérations départementales d'exploitants agricoles ont rempli leur office. Mes chers collègues, comme moi, vous avez reçu des dizaines et des dizaines de courriers d'agriculteurs et d'agricultrices accompagnés des justificatifs de la MSA indiquant la pension de retraite qu'ils perçoivent. Et comme moi, dans l'Aude, vous avez pu lire ces montants. Combien en dessous du seuil de pauvreté? C'est intolérable. Véritable serpent de mer, ce problème a assez duré. Il faut agir ici et maintenant. J'aimerais pouvoir dire avant qu'il ne soit trop tard. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, il est déjà trop tard. Madame la Ministre, vous avez pleinement conscience des embouteillages que connaît notre calendrier parlementaire et de tous les textes qui sont en attente d'examen. Nous ne pouvons attendre que soit discutée une future réforme des retraites. Comment pouvez-vous d'ailleurs nous donner cet argument pour reporter l'application de cette loi, vu que nous ne connaissons pas les contours de cette future réforme? Les belles paroles qui consistent à nous dire que c'est une bonne idée, mais promis, on le fera plus tard et dans le cadre d'une grande réforme. Croyez-moi, ces 3 ans et demi de mandat sénatorial m'ont bien fait comprendre qu'il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Mes chers collègues, c'est vital. Nous devons adopter ce texte aujourd'hui et nous devons le voter conforme. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Grémillet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, mon intervention sera sur 3 points. Le premier point, c'est, Madame la Ministre, les personnes, ces agricultrices, ces femmes, ces agriculteurs, ces hommes, dont on débat aujourd'hui au niveau de la retraite, ce sont pour beaucoup, comme d'autres dans notre pays, qui, après la guerre, ont remis notre pays sur un chemin. On crée des richesses. On fait que le système social qu'on a aujourd'hui, la richesse de notre pays, est ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je vous avais entendu dans la première lecture, entre guillemets, où vous nous aviez expliqué qu'effectivement, on aurait pu le faire avant. Mais voyez, Madame la Ministre, il est rare dans notre pays que l'expression du peuple, au niveau de l'Assemblée, unanime, quelles que soient les sensibilités, que l'expression des territoires et du peuple au niveau du Sénat, quelle que soit notre sensibilité politique, se retrouve d'une manière aussi claire, aussi clairvoyante sur la nécessité effectivement de reconnaître ces femmes et ces hommes et de leur apporter ce niveau de retraite tant espéré. La deuxième raison qui fait que j'interviens malgré le nombre d'intervenants avant, c'est un pays qui ne sait pas reconnaître effectivement ce travail, qui ne sait pas reconnaître ce qui a été fait par ces populations, alors que le niveau de retraite qui est proposé, sur lequel nous sommes tous d'accord, et c'est pour ça que nous souhaitions effectivement ce vote conforme, ne nous amène encore pas au-dessus du seuil de pauvreté. Nous en sommes encore en dessous, Madame la Ministre. Donc effectivement, se projeter et reporter à 2020, mais 2020, Madame la Ministre, c'est mon troisième point, il faudra encore faire un effort. Il y a une nécessité, effectivement, au niveau de ces faibles retraites, de reconnaître, effectivement, qu'il s'exerce une solidarité nationale pour apporter ce niveau de reconnaissance au niveau de la retraite de nos anciens. Vous voyez, il nous reste quelques minutes. J'espère, Madame la Ministre, que ces quelques minutes vous permettront effectivement de revenir et d'arrêter quelque chose qui bafoue la démocratie et quelque chose qui enlève le pouvoir d'expression
du Parlement, du peuple et des territoires, et qui reconnaissent effectivement ce qui est nécessaire d'apporter à ces agricultrices et ces agriculteurs. Et j'espère que vous reviendrez sur cet amendement et votre demande de vote bloqué. Merci. Merci. Donc la parole est à Madame Elisabeth Doineau. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au nom du groupe Union centriste, je voudrais tout simplement dire quelle occasion manquée. Une occasion de gommer, je l'avais dit à l'occasion de la première lecture, j'avais qualifié de honte nationale, en fait, le montant de ces retraites qui sont attribuées aux retraités agricoles. Une honte d'ailleurs que nous partageons en conscience. Mais disons-le, la situation du monde agricole n'a jamais été aussi difficile pour certains d'entre eux. Notamment, on a parlé dans cet hémicycle des femmes conjointes d'exploitants agricoles, on a parlé aussi des retraités dans les dom-toms qui sont encore plus atteints par des montants très très bas. Donc la situation est exceptionnelle et je dis que situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle. Une manière concrète de manifester solidarité et justice envers l'agriculture en général, aujourd'hui, parce qu'elle est en difficulté. Une manière concrète de dire notre reconnaissance à celles et ceux qui produisent notre alimentation, une manière concrète de redonner dignité et fierté à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui cultivent et entretiennent nos paysages. Le président de la République nous a annoncé un monde nouveau. N'était-ce pas là l'occasion de passer des promesses aux réalités? Certes, vous annoncez une réforme systémique des retraites et le temps ne serait pas aux exceptions. Je comprends ces scrupules respectables, mais ce texte n'est pas en contradiction. Il propose simplement une anticipation, parce que la situation des retraités agricoles est extrêmement difficile et ne peut plus compter sur la solidarité familiale qui, souvent, a pu apporter pour les uns et les autres un petit complément au quotidien. Aujourd'hui, c'est la solidarité nationale qui doit prendre le relais. Gouverner, c'est renoncer, disent certains. Gouverner, c'est aussi choisir, diront d'autres. Pour le groupe Union centriste, nous choisissons la solidarité morale et matérielle au monde agricole. En ce jour, nous pensons que la France entière, à l'image des bancs du Sénat, doit se retrouver dans ce soutien. Merci. Donc la parole est à Monsieur Henri Cabanel. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce soir, je suis un sénateur déçu, je pense qu'il y en a nombreux comme moi. En début d'après-midi, nous avons discuté sur une PPL de trait de côte où il y a eu l'unanimité sur tous les bancs, y compris ceux de la République en marche, et un refus de la ministre de nous écouter. Ce soir, la même large majorité et toujours le même entêtement d'une autre ministre. Le gouvernement persiste et signe. À travers nous, il dédaigne les territoires, car nous représentons les territoires. Madame la ministre, quelle est votre vision de la démocratie? On a bien compris que tout se décide dans ce microcosme parisien, loin des territoires. C'est vraiment quelque chose qui nous touche vraiment et qui nous déçoit. Il vous faudra bien plus qu'un direct avec Jean-Pierre Pernaut pour vous réconcilier avec la ruralité et l'agriculture. Aucun corps de métier est aussi injustement traité que l'agriculture. Toute une vie de labeur pour les agriculteurs, loin du travail légal des 35 heures hebdomadaires, pour un revenu qui fait pleurer, et Madame la Ministre, souvent se suicider. 2 suicides par semaine. Après donc tant d'années de labeur, une retraite de misère, indigne de la République. Donc j'espère, Madame la Ministre, que chez moi en patois, on dit « balmaïten et caspera ». Il vaut mieux tenir qu'espérer. Donc on a l'occasion ce soir de revaloriser les retraites des agriculteurs et qui le méritent amplement. Donc il ne faut pas rater cette occasion et je voudrais m'adresser à mes collègues qui souhaitent amender ce texte, que vous savez très bien
que si ce texte est amendé, que ce texte finira dans les oubliettes. Donc je recommande donc de voter ce texte conforme et pour ma part, c'est ce que je ferai. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Franck Montaugé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les enfants, les petits-enfants d'agriculteurs parsèment cet hémicycle. Ils ont écouté ce que portent de justes et de dignes revendications ces hommes et ces femmes du XXe siècle qui ont pris de la peine sans s'enrichir et ne sont pas reconnus aujourd'hui pour ce que la nation leur doit. Ces agriculteurs retraités, en tout cas leurs représentants, ils sont là ce soir avec nous et je veux avec vous tous les saluer pour leur combat, leur opiniâtreté à se faire entendre et reconnaître. Madame la Ministre, il ne faudra pas nous dire, comme ce fut le cas le 7 mars dernier, qu'il fallait le faire avant. Parce que cette question du progrès des retraites s'inscrit dans un long processus que la famille politique qui est la mienne a impulsé sous la gouverne de Lionel Jospin et François Hollande. Pourquoi les progrès réalisés de 1997 à 2002 et de 2012 à 2017 ne pourraient être poursuivis avec le texte initié par André Chassaigne? Comment comprendre les arguments que vous avez développés le 7 mars en nous expliquant que vous souhaitiez que ce sujet soit intégré dans la réforme des retraites que vous projetez, réforme construite sur le principe annoncé par le Président de la République du 1 € de capitalisation pour 1 € de revenu? Que donneront les retraites des agriculteurs qui aspirent légitimement aux 85% du SMIC avec la mise en œuvre de ce principe? Ce qu'elles donneront, c'est une régression. Depuis quelque temps, à grand renfort d'assises, d'états généraux divers et variés, la nation se porte, à juste titre, au chevet de son agriculture, de ses producteurs, qui se voient dérober la juste valeur de leur travail. Plus de 170 suicides en 2016, des histoires familiales marquées tragiquement pour des générations, des vies vidées de sens et de toute espérance, des conditions de vie précaires et parfois, trop souvent, indignes d'un pays développé, cette situation est intenable et ne peut plus durer. Avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, je plaide pour que nous ouvrions de nouvelles perspectives aux actifs et je suis convaincu que la revalorisation des retraites agricoles doit et peut en faire partie en complément de la reconnaissance de la juste valeur du travail de production. Le progrès, c'est maintenant. À moins que le caractère dilatoire de l'utilisation du 44.3 ne signifie en réalité et avec grand cynisme que le problème se réglera par la nature et le temps qui passe. La dimension morale d'une telle posture serait proprement abjecte et elle est inconcevable dans le cadre des valeurs de la République. Pour ce que la nation leur doit, les plus modestes des retraités agricoles de France méritent autre chose qu'un traitement politique à l'accueil pour lequel, vous le savez, il n'est pas de problème qu'une absence de solution finisse par résoudre. Merci. Merci. Donc, la parole est à Monsieur Claude Berry-Debat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne peux que rejoindre les propos qui ont été tenus par l'ensemble des orateurs sur ces bancs, quels que soient les bancs de cet hémicycle. Tout a été dit sur l'injustice flagrante du montant de ces retraites. En dessous du seuil de pauvreté de 766 pour les hommes, 500 € pour les femmes, et tout a été dit aussi sur les procédures que vous avez utilisées pour éviter qu'il y ait un véritable débat de fond sur ce sujet. Je voudrais, en tant que sénateur de la Dordogne, dire que ces hommes et ces femmes ont un visage. Nous les connaissons. Mon collègue Franck Montaugé l'a dit, nous sommes pour la plupart des petits-fils, des fils, des parents d'agriculteurs. Ils ont en plus un visage parce que derrière moi, vous avez le président Esqueré, Pierre Esqueré, qui est le président de l'ANRAF, accompagné de 2 vice-présidents, dont un vice-président s'appelle Roger Trenel, qui est le président de l'association des retraités de la Dordogne. Et si je parle de la Dordogne, c'est parce que ce mouvement est né en Dordogne. Maurice Boyoud l'a créé en 1973. L'association nationale a été créée en Dordogne.
c'est peut-être pas l'effet du hasard, Jacou le Croquant a existé aussi en Dordogne en d'autres temps. Et je voudrais dire ce qui a été dit par Franck tout à l'heure, Franck Montaugé. Nous avons pris, nous socialistes, à bras de corps ce problème. À la demande de Maurice Bouilloux, Jospin a mis en place une loi qui s'appelle la loi de Germinal-Perrault, un enfant de la Dordogne. Ça a été repris par François Hollande, qui a promis, alors qu'il était candidat, de remonter le SMIC à 75% parce qu'une erreur de calcul faisait que la promesse de Jospin ne pouvait pas être tenue. Et nous en sommes aujourd'hui à 85%. Pourquoi ne pas le faire, ces 85%? Il suffisait de dire on peut le faire sur 5 ans. Les gens qui sont derrière moi, qui représentent des milliers de retraités agricoles, et ils sont 6 000 en Dordogne, savent ce qu'il faudra faire demain. J'espère que ce vote sera unanime ce soir sur les bancs du Sénat. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Tissot. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je ne vais bien sûr pas reprendre tous les arguments de mes collègues, arguments que je partage bien sûr pour la plupart. Mon propos va être rapide et clair. Le simple fait, Madame la Ministre, de reporter par une manipulation réglementaire cette possibilité d'augmentation démontre le mépris, à mon sens, que vous avez pour le peuple des travailleurs de la terre, peuple dont je fais partie puisque je suis paysan. Une seule question. Quelle est pour vous, Madame la Ministre, la définition de justice sociale? Merci. Merci. Donc, la parole est à Monsieur Marc Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Concernant cette proposition de loi et l'article 1er, même si je ne suis pas personnellement agriculteur et beaucoup d'entre nous font partie aussi du monde agricole, mais par contre, je resterai tout à fait solidaire du monde agricole. Et les agriculteurs, je dirais, travaillent très dur, 7 jours sur 7, très peu de repos. Et je crois que c'est aussi pour l'aménagement du territoire et la défense de nos territoires, et notre institution défend aussi le monde rural et nos territoires, je crois que c'est aussi fondamental. Et pour avoir fait partie de la commission des affaires sociales entre 2007 et 2014, commission qui est présidée par notre collègue Alain Milon, et c'est vrai que quand on parle des retraites, on pense à la loi de financement de la sécurité sociale avec les 4 branches, donc, dont la branche retraite. Et le monde agricole, vous le savez tous, souffre depuis de nombreuses années. Malheureusement, il y a de moins en moins d'agriculteurs et je crois que là, c'est aussi une action de respect, de reconnaissance que nous devons avoir par rapport aux agricultrices et aux agriculteurs. Et quand on voit les montants des retraites, les chiffres ont été largement rappelés par beaucoup de collègues qui se sont exprimés, je crois qu'on doit en rester particulièrement conscients. Donc nous resterons solidaires et au moins cette proposition de loi le mérite au moins de poser des problèmes essentiels pour la ruralité, pour la défense du monde rural. Et je dirais, respectons et soyons solidaires du monde agricole. Voilà, tels étaient mes modestes propos. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Laurent. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je n'avais pas prévu d'intervenir, il n'était pas prévu que j'intervienne, mais quand j'entends tout ce qui a été dit ce soir concernant la retraite des agriculteurs, je suis viticulteur. Je sais la retraite que je vais toucher, elle ne va pas être très élevée, et je sais tous mes collègues et amis viticulteurs et agriculteurs les retraites qu'ils vont toucher. Donc ce sont des retraites de misère que nous appelons, et heureusement que malheureusement ils travaillent beaucoup pour essayer de s'en constituer autrement. Ce que je voulais vous dire ce soir, je voulais vous faire une proposition, Madame la Ministre. Avec le Président de la République et le gouvernement, vous avez décidé de diminuer la vitesse de 90 km/h à 80 km/h. Premièrement, qui va être pénalisé? La ruralité. Ce ne sont pas les métropoles, puisqu'il y a des services de proximité, il y a tout un tas de services aménagés. Donc ce sont une nouvelle fois les ruraux qui vont être pénalisés et qui vont payer les amendes. Donc on sait que cette opération,
l'estimation de cette opération a un coût évalué de 400 millions d'euros pour changer les panneaux en France, de 90 à 80. On sait que cette proposition de loi qui nous est faite et pour laquelle on est unanimement d'accord va avoir un coût estimé aussi par rapport à ce qui est proposé dans la loi à 400 millions d'euros. Donc, décidez donc intelligemment pour ne pas pénaliser les territoires, pour arrêter d'enquiquiner les Français, parce que les Français en ont marre d'avoir des contraintes et des sujets comme ça qui les enquiquinent tous les jours. Essayez donc de réfléchir, de proposer au président de la République et de dire au gouvernement de maintenir la vitesse à 90 km/h et puis surtout d'augmenter les retraites agricoles pour lesquelles ce soir nous sommes tous solidaires. Bien, la parole est à Madame Cécile Cukierman. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme il a été dit et rappelé par nombreux collègues, la séance du 7 mars dernier a fini par un chaos rarement vu dans l'hémicycle de notre Haute Assemblée. La faute, effectivement, à un gouvernement qui a annoncé vouloir utiliser, et qui le confirme ce soir, la procédure du vote bloqué, mais surtout à un gouvernement, Madame la Ministre, qui n'a strictement rien à faire de ces femmes et de ces hommes qui vivent aujourd'hui bien en deçà du seuil de pauvreté. Et la question n'est pas de renvoyer la faute à il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, la possibilité nous est offerte, je dis nous collectivement ici, Parlement, gouvernement, d'inverser cette tendance. Et vous voyez, je me souviens très bien de ce 7 mars, au matin, lorsque nous avons reçu effectivement une trentaine de retraités agricoles pour leur annoncer cette intention d'utiliser le vote bloqué. Et du coup, les conséquences de la non-application de cette proposition de loi. Il y a eu des larmes dans ses yeux, mais il y a eu surtout de l'incompréhension pour un texte qui, je le rappelle, avait fait l'unanimité lors de son passage à l'Assemblée nationale. Alors, en repoussant à 2020 la revalorisation des retraites sous l'argument de l'équité entre les assurés sociaux, vous ne prenez pas en compte la situation inégalitaire qui perdure depuis des décennies avec des femmes et des hommes qui ont parfois des pensions de retraite de 350 €. En repoussant à 2020 cette disposition, ces femmes et ces hommes présents encore ce soir dans l'hémicycle n'ont pas la certitude de voir leur pension de retraite revalorisée à la date que vous proposez. Enfin, en utilisant la procédure du vote bloqué, vous donnez une bien piètre image du débat public et de l'outil parlementaire. À l'heure où la défiance de nos concitoyens envers le politique atteint son paroxysme, ces agissements ne font que conforter les Français dans ce sentiment. Vous devez donc aujourd'hui prendre vos responsabilités quant à vos agissements. Nous prenons acte de votre décision ce soir de maintenir cette procédure antidémocratique, mais il appartient dès lors au gouvernement d'expliquer pourquoi vous laissez mourir de faim des femmes et des hommes qui ont travaillé tant d'années à nourrir les femmes et les hommes de notre pays. Et je le dis ici avec toute la plus grande solennité. Ce que vous faites ce soir, c'est finalement utiliser cette proposition de loi sur les retraités agricoles pour faire la démonstration que vous ne céderez sur rien. Mais en ne cédant sur rien, vous ne ferez pas avancer la démocratie, et en cédant sur rien, vous ne créerez certainement pas le nouveau monde, et vous ne donnerez pas en tout cas l'envie aux femmes et aux hommes de notre pays de croire en la politique pour les années et les décennies qui viennent. Merci. Donc la parole est à Madame Nicole Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en janvier dernier, nous avons ici au Sénat voté une proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides, au premier rang desquels les agriculteurs. Vous avez exprimé votre position contre la création de ce fonds, qui était pourtant attendu par les victimes. Le motif que vous avez évoqué était qu'il fallait attendre, car nous avions encore besoin de preuves. Et ce, malgré toutes les alertes données depuis de nombreuses années, toutes les alertes dont le dernier rapport, un rapport interministériel de votre propre administration, le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture,
qui trouve parfaitement pertinent la création de ce fonds pour venir en aide aux personnes victimes des produits phytosanitaires. Donc je peux dire aujourd'hui, Madame la Ministre, vous refusez également l'augmentation des retraites les plus modestes aux agriculteurs qui en ont pourtant bien évidemment besoin. Ma conclusion est simple, Madame la Ministre, il nous semble que vous n'aimez pas les agriculteurs et surtout les plus faibles. Merci. Donc sur l'article 1er, j'ai un amendement présenté par le gouvernement. Madame la Ministre, vous présentez l'amendement. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'article 1er de la proposition de loi vise à relever le niveau minimum de pension perçu par un chef d'exploitation pour une carrière complète. L'amendement qui est proposé reporte de 2018 à 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition. Comme vous le savez, un débat va s'engager sur la réforme systémique de nos régimes de retraite. Il s'agit d'une réforme de grande ampleur qui vise à mettre en œuvre un système plus équitable. La question du niveau minimum de pension qui doit être versé à un retraité ayant travaillé toute sa vie sera l'un des enjeux importants du débat dans le cadre de la mise en œuvre du système universel de retraite. Cette question concernera l'ensemble des assurés sociaux, quel que soit le secteur d'activité professionnelle. Il n'est donc pas opportun de procéder à la modification de paramètres aussi majeurs que celui de minima de pension de façon sectorielle et en amont de la réforme. C'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Donc l'avis de la Commission sur l'amendement, Monsieur Vatrin. Oui, je voudrais m'exprimer un petit peu longuement parce que c'est vrai que 2 minutes et demie aussi, donc voilà, je renonce perdez pas de temps, à tout ce que je voulais dire. Non, pour dire c'est le débat un peu compliqué parce qu'on a eu une expression le 7 mars et c'est un peu compliqué parfois de se retrouver, mais moi je crois que la Commission des affaires sociales, en tout cas, s'est exprimée tout à fait clairement sur votre amendement, Madame la Ministre, qui est loin d'être anodin, parce que, bon, au-delà d'une apparence de changement de date, c'est bien évidemment tout le sens même de la proposition de loi que vous remettez en cause. Et je crois que les choses sont assez claires là-dessus. Je voudrais dire que j'ai pris plaisir à travailler avec la Commission. Nous avons eu des échanges très fructueux, très précis. Lors d'auditions, tous les groupes ont été représentés et on travaillait véritablement à la conclusion que finalement fallait arriver à un vote conforme. Ce que vous nous proposez remet en cause tout le travail de la Commission, tout le vote qui a été fait par l'Assemblée nationale, le vote qui a été pris par la Commission des affaires sociales sur ces questions. Et moi, je pense que c'est une attitude qui est démesurée par sa brutalité, parce que vous nous avez à un moment dit que le texte n'était pas financé. J'y reviendrai, il est financé. 450 millions d'euros de recettes pour une dépense de 400 millions d'euros. Une réforme prématurée, mais allez le dire aux retraités agricoles, eux qui attendent et qui sont dans l'urgence sociale. Moi, je ne peux, avec la Commission des affaires sociales, participer à cet amendement. Nous appelons avec la Commission des affaires sociales à rejeter cet amendement parce qu'il signe tout simplement l'arrêt de mort de cette proposition de loi qui est attendue par les retraités agricoles et par les territoires ruraux dans leur ensemble. Donc c'est pourquoi je rappellerai que la Commission des affaires sociales s'est prononcée par un avis défavorable contre cet amendement et appelle à le rejeter.
Nous avons un amendement 1 rectifié bis sur l'intitulé de la proposition de loi. Donc, Madame, défendu par Madame Bertrand. Donc, la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer. Donc, c'est un amendement de Jean-Jacques Panuzzi qui ne peut être là. Il m'a demandé de le remplacer, car ce titre du texte que nous examinons vise à garantir un niveau minimum de pension à 85% du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du régime des non-salariés agricoles. L'objet de l'amendement de nature purement rédactionnelle est de modifier un seul mot. Très rapidement, comme vous le savez, notre République comprend la métropole et les territoires ultramarins. Pourtant, une erreur s'est glissée dans le titre, puisque si ce texte ne devait concerner que la France continentale et les Outre-mer, la Corse en serait exclue, puisque la métropole est composée de la France continentale et de la Corse. Certes, les 3 articles du titre 1 touchent naturellement la Corse, puisqu'elle concerne la métropole, mais il convient de corriger l'erreur de formulation et de modifier le titre en remplaçant le mot continental par le mot métropolitaine. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi modifiée, je vous le rappelle, par l'amendement numéro 3 du gouvernement, comme ce dernier l'avait demandé le 7 mars dernier. Madame la ministre, confirmez-vous le champ de la demande du vote unique, c'est-à-dire le texte avec simplement l'amendement numéro 3? Oui, Monsieur le Président. Très bien. Donc, je mets aux voix l'ensemble de la proposition. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Raison. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, nous avons doublement de respect pour vous, du respect pour la fonction, du respect pour la personne. Contrairement à l'apparence, nous ne sommes pas là pour vous mettre en difficulté. Nous sommes peut-être même là pour vous aider. Pour vous aider à marquer votre passage politiquement au sens noble du terme. Et je mesure mes paroles parce que, depuis lundi, je suis dans cette maison et nous avons fait quelques débats ici et nous nous apercevons, au fil des années, que de plus en plus, la haute administration prend le pas sur le politique dans notre pays. Or, tout ce que vous nous avez lu, on le sait, parce qu'on l'a déjà entendu par d'autres ministres, c'est écrit par vos administrations. Ce qui est demandé aujourd'hui n'est pas quelque chose de faramineux et quelque chose d'une justice extrême. On pourrait avoir de nombreux arguments. D'abord, ils ont été développés par mes collègues. Et je pourrais en ajouter un. On pourrait faire une sorte de simulation de calcul, de cotisation sur des services rendus par ces agricultrices et ces agriculteurs qui n'ont jamais été rémunérés. Je ne remonterai pas jusqu'aux pertes des dernières guerres, mais nous pouvons trouver toutes sortes d'exemples sur cette rémunération qui n'a jamais été donnée à ces agricultrices et à ces agriculteurs. Les temps modernes changent et au moment où on s'apprête à débattre sur une loi d'équilibre entre les relations commerciales, l'alimentation, le revenu des agriculteurs, il ne faut pas qu'on oublie ceux qui se sont sacrifiés pour que les agriculteurs actuels, leurs successeurs, puissent exploiter le plus décemment possible. Pourquoi je dis ça? Parce que les exploitations qui arrivent à peu près à s'en sortir, c'est ceux qui ont eu la chance d'avoir quelqu'un qui leur a cédé à un prix modique, en dessous de la valeur du prix. Et ils ont également entretenu un paysage. Ils ont réussi, depuis l'après-guerre, à nourrir
pour une somme relativement faible. Vous savez que, en particulier aujourd'hui, mais la part de l'alimentation dans le budget des ménages est très faible. Et quand on parle du partage de valeur, on parle de rien. Il n'y a plus de valeur dans le produit et eux, ils ont connu ça, ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Donc si on faisait une simulation de calcul de ce qu'on leur doit réellement dans le revenu sur lequel ils auraient pu cotiser, eh bien on arriverait à une somme beaucoup plus importante que ce qui vous est demandé aujourd'hui. Donc Madame la Ministre, soyez une vraie politique, nous vous soutenons, nous vous soutiendrons devant votre administration et votre Premier ministre, et nous vous en remercions d'avance. Merci. Donc la parole est à Madame Cécile Cukierman. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous y voici au moment du vote de cette proposition de loi. Nous l'avons dit précédemment, une proposition de loi qui est attendue. Une proposition de loi qui ne règle pas et qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la problématique des retraites dans le monde agricole. Une proposition de loi qui a été construite, travaillée par l'Association nationale des retraités agricoles comme une première marche à franchir. Faire en sorte que les retraités agricoles, qui aujourd'hui ont les plus petites pensions, qui les font vivre en dessous du seuil de pauvreté, retrouvent ce temps de dignité nécessaire au vu du travail qui a été fourni tout au long de leur vie d'agricultrices et d'agriculteurs. Un premier pas, parce que, vous l'avez dit vous-même, vous envisagez une grande réforme des retraites. Aucun agriculteur aujourd'hui ne pourrait se satisfaire simplement de cette réévaluation à 85%, mais c'était une première chose à prendre, à acter, pour ensuite engager les discussions et les négociations à venir. En utilisant la procédure du vote bloqué et en nous imposant le fait de repousser à 2020 l'entrée en application, vous vous retrouvez vous-même, Madame la Ministre, face à un monde agricole qui ne vous dira pas en 2020 « reprenez cette proposition de loi, elle nous satisfait », mais qui fera monter ses exigences. Et vous le savez, il ne s'agit pas de reprendre simplement ce que vous avez balayé, piétiné depuis le 7 mars dernier pour faire réussir et trouver l'approbation de la réforme que vous proposerez en 2020. Alors ce soir, et avant de passer au vote, il y a effectivement une précision à faire. Ce n'est pas le Sénat qui empêchera que demain, les plus petites pensions agricoles seront revalorisées dans notre pays. Mais c'est bien le gouvernement qui, par l'utilisation de cette procédure du vote bloqué, sera responsable demain matin, responsable devant les retraités agricoles de leurs pensions qu'ils toucheront à la fin des mois à venir. Il en revient donc de votre responsabilité. Bien évidemment, sans surprise, nous ne voterons pas cet amendement que vous nous proposez. Le reste vous appartient, vous en assumerez la responsabilité. Et je terminerai, Madame la Ministre, je vous ai entendu le 7 mars. Vous nous avez reproché la question du gage. Dans aucun de vos amendements, vous ne revenez sur cette question de gage. Donc les reproches d'hier ne trouvent aujourd'hui aucune traduction parce qu'en fait, le vrai problème, c'était oui ou non aux revalorisations des pensions agricoles et de cela, vous n'en voulez pas, de cela, vous en expliquerez devant les retraités agricoles demain. Merci. Donc la parole est à Monsieur Lévrier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Et oui, entre le 7 mars et aujourd'hui, désireuse d'être au plus proche du quotidien souvent pénible du monde agricole, désireuse de connaître les attentes de ces femmes et ces hommes qui le composent, Madame la Ministre a, comme elle s'y était engagée, rencontré aux côtés du Haut-Commissaire à la réforme des retraites l'ensemble des organisations agricoles. Et vous le savez, les premières concernées eux-mêmes ont compris l'enjeu de la cohérence de la démarche du gouvernement
alors que la majorité sénatoriale feint ici de l'entendre. Des organisations qui ne s'étaient pas exprimées début mars dernier ont considéré que le sujet est sérieux. Ils déplorent que les modes de financement proposés dans cette PPL ne soient pas à la hauteur. Comme nous tous ici présents, la FNSEA estime que l'objectif de revalorisation des retraites, j'ai le document à côté de moi si vous voulez, des retraites est une urgence pour l'ensemble des retraités actuels et à venir. Mais à l'inverse, d'un grand nombre d'entre vous, la FNSEA a compris l'importance de patienter jusqu'en 2020 pour que les minima de pension agricole soient équivalents à ceux des autres régimes. C'est vrai. Oui, d'hier soir, la FNSEA a compris l'importance de patienter jusqu'en 2020 pour traiter le problème de manière pérenne. Aujourd'hui, en déposant 2 amendements de compromis, le gouvernement a tendu une main que la majorité sénatoriale a refusée et n'a pas saisie. À la lisibilité et l'équité, vous optez pour l'urgence et prenez par là même en otage le monde agricole. Face à une telle posture que je n'ose imaginer politicienne. Merci d'écouter les orateurs. Vous ne laissez d'autre choix à la ministre a la possibilité et le temps de s'exprimer. Merci. Vous ne laissez d'autre choix à la ministre en charge du dossier que d'utiliser l'article 44.3 de la Constitution. Il n'est ni logique ni raisonnable de statuer aujourd'hui et pour un seul corps professionnel sur les questions qui sont au cœur de la réforme des retraites. En conséquence, le groupe LAREM votera donc pour le vote bloqué sur l'article 1. Merci. Oui ? Écoutez. Merci. Quelle que soit vos positions, je vous demanderai de laisser les orateurs s'exprimer, s'il vous plaît. Chacun a le droit à la parole, un petit peu de respect. Donc la parole est à Monsieur Kerrouche. Madame la ministre, depuis le départ de cette discussion, vous avez vu l'unanimité de l'ensemble de cette Assemblée par rapport à cette mesure qui est attendue. Et pourtant, vous maintenez votre attitude et je pense que sur une grande partie de ces bancs se dessine un goût d'amertume et un goût de poussière. Parce que cette réforme, vous savez qu'elle peut être financée. Elle ne pose aucune difficulté. Et puis vous rappelez que derrière les feuilles de calcul de Bercy, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Peut-être que pour certains, 116 € par mois peuvent ne pas sembler importants, pourtant ça l'est, ça change une vie et surtout, ça rend la dignité à quelqu'un. Alors, vous dire juste une chose, selon la formule célèbre, personne sur les bancs de cette Assemblée prétend avoir le monopole du cœur. En tout cas, ce qui est certain, Madame la Ministre, ce soir, vous et votre gouvernement, vous avez le monopole de la sécheresse du cœur. Bravo. Merci. Donc la parole est à Madame Gréaume. Et j'ai Laurent aussi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis jeune sénatrice ici depuis septembre 2017. Je peux vous dire que je suis fière d'être sénatrice et d'entendre le monde du bas crier au secours actuellement. Mais dans différents thèmes, les gens n'en peuvent plus, et encore moins les agriculteurs. Alors, je vais vous avouer que je suis extrêmement déçue, parce que je pensais qu'un gouvernement passait par la démocratie. Alors aujourd'hui, on voit l'Assemblée nationale voter en totalité, le Sénat voter en totalité cette loi, et aujourd'hui, vous ne cédez pas. Je trouve ça extrêmement dommage, et je comprends aujourd'hui pourquoi le peuple du bas ne croit plus en la politique. Merci. Donc la parole est à Monsieur Laurent. Oui, nous allons évidemment rejeter votre amendement, Madame la Ministre, parce que chacun a compris
sur l'ensemble de ces bancs qu'il s'agissait en vérité, malgré tous les artifices que vous utilisez, d'un enterrement de première classe de la loi que nous proposons et qui était pourtant soutenue par tout le monde. Mais je veux ajouter que je suis extrêmement choqué ce soir par le fait qu'après l'ensemble des interventions qui se sont tenues sur tous les bancs, vous n'avez même pas pris la peine de répondre à un seul des arguments développés ce soir. Vous avez expédié en peut-être 15 secondes tout à l'heure votre réponse sans apporter le moindre argument à tout ce qui a été dit dans la soirée sur l'ensemble des bancs, et je trouve ça particulièrement choquant. Votre attitude ce soir est en fait l'acte ultime du mépris gouvernemental, du mépris que le gouvernement a affiché pour ce texte depuis la discussion de mars. Mépris pour ce texte de loi, mépris pour les retraités agricoles et pour le monde agricole auquel ce texte tentait d'apporter une petite bouffée d'oxygène dans un monde, reconnaissez-le, bien difficile pour eux. Mépris pour le Parlement. Le gouvernement est en train de prendre une fâcheuse habitude. Hier soir, à l'Assemblée nationale, il a réussi le tour de force sur l'article 2 des violences sexuelles, un texte qui aurait pourtant, là aussi, pu faire largement l'unanimité du Parlement. Il a réussi à fédérer l'ensemble des groupes, à part le groupe En Marche qui a suivi sans discussion le gouvernement. Vous renouvelez cet exploit ce soir, alors que l'ensemble des bancs du Parlement vous demandent d'adopter ce texte. Eh bien, c'est extrêmement inquiétant pour la démocratie. Mais je veux dire que si ce soir, notre vote contre votre amendement est un vote de colère devant votre attitude, je veux dire aussi que c'est un message d'espoir que nous envoyons au monde paysan. Nous ne les abandonnerons pas. Nous ne céderons pas aux subterfuges que vous utilisez ce soir. Et il faut que le monde paysan sache que des élus comme les nôtres continueront à porter des propositions comme celle-là, continueront à faire entendre leur voix dans l'hémicycle. Et ils doivent savoir qu'il y a des élus qui continueront à leur montrer que la politique peut être digne, qu'elle peut être transparente et qu'elle peut être à l'écoute du peuple. Merci. La parole est à Monsieur Caner. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, est-ce qu'au moins ce soir, le doute s'est un peu installé dans votre esprit? Est-ce qu'au moins ce soir, vous vous dites, mais finalement, ces parlementaires sur les bancs de droite et de gauche connaissent un terrain que peut-être moi-même j'ai un peu de mal à percevoir et que finalement leur avis peut être utile pour améliorer la justice sociale dans notre pays. Madame la Ministre, vous êtes médecin, vous faites partie de cette catégorie dite des ministres techniques. Et ce n'est pas une injure dans ma bouche. Vous êtes médecin et vous partagez, je l'espère, le diagnostic qui a été le nôtre depuis tout à l'heure. Mais vous vous refusez à porter l'ordonnance nécessaire pour améliorer le sort de milliers de nos concitoyens aujourd'hui dans une situation misérable. Cela a été dit à plusieurs reprises. Alors je vous le dis très simplement, le groupe socialiste, bien sûr, ne votera pas votre amendement et rejette profondément la procédure du vote bloqué qui muselle la représentation nationale ici présente. Je vous le dis très simplement, le 7 mars était une soirée noire pour la démocratie, le 16 mai 2018 l'est tout autant. Dans ce cadre, Madame la Ministre, je vous demande de réfléchir, je vous demande d'entendre ces nombreux parlementaires ici rassemblés et de considérer que finalement, l'ancien monde n'est pas opposé au nouveau monde. Notre seul souci, c'est faire que les derniers de cordée du monde agricole puissent avoir un espoir pour la fin de leur jour. Voilà la mission qui doit être la nôtre. Voilà le doute que j'espère vous allez enfin partager ce soir en nous écoutant. Merci. La parole est à Madame Élisabeth Doineau. Oui, Monsieur le Président. Eh bien, pour le groupe Union centriste, ce sera un vote défavorable sur cet amendement. Pour certains, ils s'abstiendront, mais majoritairement, ils voteront contre. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous ne comprenons pas la méthode.
pourquoi avoir reporté de quelques mois ce débat que nous avons déjà eu en mars pour finalement aboutir au même résultat? C'est vraiment quelque chose que là nous ne comprenons pas. C'est vraiment difficile. Et puis aujourd'hui, nous avions, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette peut-être capacité à gommer une honte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et c'était pour nous quelque chose qui nous tenait à cœur. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des politiques et combien de fois nous sommes allés dans des exploitations agricoles ? Combien de fois, pour des campagnes électorales, nous avons été dire des choses à ces agriculteurs ? Et plus les semaines passent, plus les mois passent, et plus on voit que la vie est difficile pour eux, et notamment depuis ces quelques derniers mois, et beaucoup de promesses leur ont été faites. Là, nous avions vraiment une occasion de leur montrer notre soutien, et comme je le disais aussi tout à l'heure, de pallier à cette solidarité familiale qui ne peut plus se faire, parce que souvent on est agriculteur de père en fils, et qu'aujourd'hui les fils ne peuvent plus apporter de l'aide à leurs parents qui ont des petites retraites. Et donc c'était là l'occasion d'apporter cette solidarité nationale qu'ils méritent amplement. Donc c'est vraiment l'incompréhension que nous exprimons à ce titre par ce vote. Et c'est surtout peut-être l'espoir, Madame la Ministre aussi, que vous puissiez être l'ambassadrice auprès de ce gouvernement qui nous a fait tant de promesses sur un nouveau monde, que les choses pourraient changer et que la réalité puisse offrir cette capacité à ces agriculteurs de voir en la politique une vraie promesse de réalité. Merci. Donc la parole est à Monsieur Duplomb. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je suis agriculteur sur un département de montagne. Un département où les agriculteurs à la retraite, qui touchent en dessous du seuil de pauvreté, Madame la Ministre, à 80 ans, font encore leur jardin pour se nourrir. L'attitude que vous avez ce soir, c'est une attitude de mépris vis-à-vis des générations de labeur. C'est une attitude de mépris qui va avec l'ensemble de ce qui est décidé depuis quelques mois pour mépriser la ruralité. Vous avez, où vous voulez, vidé les communes rurales de leurs compétences. Vous avez instruit encore une limite sur la limitation de vitesse de 90 à 80 qui va venir encore pénaliser encore un peu plus la ruralité. Vous allez supprimer la taxe d'habitation sans qu'on connaisse véritablement pour les communes rurales quelle sera la capacité que ces communes auront à pouvoir continuer de gérer les moyens de leur existence. Tout cela démontre qu'une seule chose, Madame la Ministre, c'est que vous avez une obstination totalement jacobine. Malheureusement, la France, c'est 80% de territoires ruraux. Et les sources et notre conviction, ce qui nous fait, c'est le territoire rural pour la plupart d'entre nous. La vie de la France, l'histoire de la France, elle n'est pas dans les villes, elle a été dans les campagnes. Les mépriser comme vous le faites aujourd'hui m'amène à un vrai sentiment de dégoût. Et je peux vous le dire, je rentrerai dans mon département avec ce sentiment de dégoût. Et je voudrais, pour terminer, vous donner une phrase de Montesquieu. Montesquieu écrivait « Les gens de mon pays, les miens, ceux de la ruralité, ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » Mais je vous le dis ce soir, Madame la Ministre, et sans vous manquer de respect, vous raisonnez de travers. Merci. La parole est à Madame Conconne. Madame la Ministre, j'aimerais tout à l'heure, lorsque vous prendrez la parole pour défendre l'indéfendable, que vous puissiez me dire « Que vais-je leur dire ?» Oui, que vais-je dire à mes compatriotes agriculteurs que je vais retrouver la semaine prochaine quand je vais rentrer dans mon département? Qu'est-ce que je vais leur dire, eux qui ont été tardivement alignés sur la notion d'égalité, tardivement alignés sur la notion d'égalité? Il a fallu le gouvernement de Lionel Jospin pour qu'on commence à voir que la Martinique, la Guadeloupe, ce que vous appelez l'outre-mer, était aussi une part intégrante de la République. Que vais-je dire? Que vais-je dire à mes compatriotes agriculteurs qui se battent au quotidien contre des maladies phytosanitaires contre lesquelles la science n'a aujourd'hui
aucune solution, qui se lèvent tous les matins en regardant le ciel, redoutant cyclones, raz-de-marée, redoutant inondations et des cyclones de plus en plus fréquents. On connaît les conséquences du réchauffement de la planète. Comment pourrais-je leur dire que cette France qui va trouver des centaines de millions d'euros pour organiser des Jeux, les Jeux Olympiques en 2024, manifestation que je défends et que j'apprécie, comment pourrais-je leur expliquer qu'on pourra brûler des feux d'artifice et des paillettes par dizaines de millions d'euros, organiser des fêtes, construire des stades, construire des bassins de natation pour faire jouer des sportifs futiles, forts, et qu'à côté, on ne puisse pas trouver de quoi leur donner ces quelques dizaines d'euros qui leur permettront de survivre. Parce que même avec cette augmentation que nous appelons de nos vœux, ils vont continuer à survivre. Que vais-je leur dire la semaine prochaine? Comment pourrais-je leur dire de continuer de croire en nous, de continuer de voter pour nous, de continuer de croire que cette République se bat tous les jours contre l'exclusion, de continuer de croire qu'ils ont droit aussi à la justice, à la meilleure justice? Je voudrais avoir les réponses, Madame la Ministre, parce qu'une fois dans mon avion, j'aurais honte de les affronter. À titre personnel, mais aussi bien sûr en tant que rapporteur de la Commission des affaires sociales, pour dire qu'il y a eu la séance du 7 mars, je l'ai dit tout à l'heure, et la séance d'aujourd'hui, mais on a quand même de vrais exercices d'enfumage sur lesquels il faut quand même un petit peu revenir. Parce que, rappelez-vous, le secrétaire d'État, le 7 mars, nous disait que cette PPL n'était pas financée, que ça allait retomber sur le poids des contribuables ou sur les caisses de la sécurité sociale. J'ai démontré, bien évidemment, qu'il n'en est pas vrai, que ça est complètement inexact. À un moment donné, quand même sans souvenir, le 7 mars, le secrétaire d'État a osé dire qu'on finançait cette proposition de loi, qui était validée sur tous les bancs de cette Assemblée, à l'exception de La République En Marche, validé par l'Assemblée nationale, validé par la Commission des affaires sociales, que c'était financé par une taxe sur le tabac. C'est quand même extraordinaire que c'est effectivement, si à l'article 5 on parle de taxe sur les tabacs, c'est uniquement pour couvrir les frais de gestion, que le financement repose sur une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières qui existe déjà aujourd'hui et comme cela a déjà été dit très bien, qui correspond à une augmentation d'1 centime d'euro pour une transaction de 10 euros. Voilà la réalité. Alors qu'on ne nous dise pas que cette proposition de loi n'est pas financée. Ça, je ne peux pas l'accepter en tant que rapporteur. C'est insupportable. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que les syndicats agricoles, on ne parle bien évidemment pas de l'association des retraités agricoles, qui ont déposé 8000 signatures. Donc, bien sûr, on n'ose pas contester leur soutien à cette proposition de loi. Mais on est en train d'insinuer, ça a été fait par un représentant de La République En Marche, que certains syndicats agricoles seraient contre ce texte. Alors je pense que quand même il faut regarder les choses. J'ai ici les communiqués des différents syndicats concernés, la Confédération paysanne, le MODEF, la coordination rurale, qui dès la veille ou le lendemain du passage ici même au Sénat de ce texte, ont dénoncé avec force, je cite, communiqué l'attitude du gouvernement, son refus d'améliorer immédiatement le quotidien des retraités. Et ils ont demandé ensemble le retrait de cet amendement, Madame la Ministre, et du vote bloqué, afin de faire aboutir le processus législatif. Si ça, ce n'est pas un soutien à la proposition de loi que je défends en tant que rapporteur, je n'y comprends plus rien. Et c'est vrai que vous avez évoqué plus tôt l'attitude de la FNSEA. Mais écoutez, vous n'avez certainement pas lu les dernières informations. Paris, le 15 mai 2018, c'était hier soir. Paris, le 15 mai 2018, communiqué de presse de la FNSEA. Alors, les choses sont très claires.
Le titre 85% du SMIC, les retraités agricoles s'impatientent, point d'exclamation. L'objectif de revalorisation des retraites à 85% du SMIC est une urgence pour l'ensemble des retraités actuels et à venir de la métropole et d'outre-mer. Voilà ce que dit la FNSEA, qui donc soutient pleinement cette proposition de loi. Merci, monsieur le rapporteur. Vous auriez dû finir de l'écouter avant d'applaudir. Donc merci, monsieur le rapporteur. Donc je vous demande de respecter les gens lorsqu'ils parlent. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Au moment du vote, je souhaite répondre à vos interventions et je dirais vos interpellations. Vous m'avez beaucoup parlé de mépris. J'ai un profond respect évidemment pour les agriculteurs, un profond respect pour leurs représentants et également pour les engagements que j'ai pris devant vous le 7 mars. Comme je m'y étais engagée, j'ai rencontré avec le haut-commissaire à la réforme des retraites l'ensemble des organisations agricoles. Nous les avons écoutées longuement, nous avons échangé et entendu leurs attentes. Et je les remercie sincèrement du dialogue de très grande qualité que nous avons eu. J'en retiens une évidence partagée par toutes les organisations, qui est une insatisfaction des exploitants agricoles à l'égard de leur régime de retraite, le souhait de le voir évoluer, s'agissant tout particulièrement du régime de base, dont les organisations considèrent qu'il doit être au centre des réflexions sur l'amélioration des retraites agricoles. Alors, quelle a été la demande qui s'est exprimée? Je vais reprendre les mots qui ont été utilisés plusieurs fois par nos interlocuteurs. Ils m'ont demandé lisibilité et équité. Toutes les organisations considèrent que le régime des pensions agricoles est illisible à force de complexité et que beaucoup des règles sont injustes et ne sont pas satisfaisantes. Qu'ont évoqué les organisations agricoles? Je vous donne quelques exemples. Les conditions d'acquisition des droits au titre de la retraite proportionnelle, avec le souhait de revoir à la fois la base minimale de cotisation et la progressivité du barème. Plus largement, c'est la prise en compte de la variabilité des revenus agricoles dans la constitution des droits à la retraite qui est l'enjeu de fond. Ces organisations ont également évoqué les différences avec les autres groupes professionnels dans les règles applicables au régime de pension. De nombreuses questions ont été soulevées. Je veux citer en particulier les règles de cumul emploi-retraite, mais aussi les conditions de calcul des pensions de reversion et plus largement la situation des conjoints et des aidants familiaux. Lisibilité et équité, c'est ce que demandent les organisations agricoles. Lisibilité et équité, c'est aussi ce que propose le gouvernement comme principe de construction de la réforme systémique des retraites. Le haut-commissaire et moi-même, répondant à l'invitation de la Haute Assemblée et de son président, avons eu l'honneur de lancer officiellement cette réforme le 16 avril dernier et de lancer les concertations. Celles-ci aborderont en particulier la place des mécanismes de solidarité, car c'est de cela dont nous parlons, dans la constitution des droits à retraite, qui intéressent les exploitants agricoles comme l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, la situation des retraites agricoles n'est pas satisfaisante pour les exploitants agricoles et plus encore pour leurs conjoints et aidants familiaux. Vous l'avez dit, et je le dis aussi, une vie de travail et de retraite insuffisante. C'est notre constat partagé. Cela aussi, les organisations agricoles nous l'ont dit. C'est pourquoi, sans remettre en cause les équilibres essentiels du régime agricole qui seront au cœur de la réforme à venir, il a semblé au gouvernement légitime, dans l'urgence, de proposer 2 améliorations au régime des retraites à destination des exploitants agricoles contraints à quitter leur activité pour cause d'inaptitude et au bénéfice des conjoints collaborateurs et aidants familiaux. Et je note bien que c'est à l'initiative du gouvernement que cette question essentielle des femmes d'agriculteurs a été pour la première fois aujourd'hui abordée dans le débat. Il va de soi que cette proposition emporte l'engagement
Vous n'en aviez pas parlé la dernière fois, Madame Cohen. C'est cet amendement qui a soulevé... C'est cet amendement qui a fait soulever ce problème. Il va de soi que cette proposition emporte un engagement formel du gouvernement à faire aboutir ces propositions. Je rappelle d'ailleurs à tous que, malgré le vote unanime dont vous parlez, le gouvernement précédent n'était pas favorable à cette réforme. Vous avez refusé ces amendements, ils ont reçu un avis défavorable de la Commission. Je pense que certainement certains le regrettent. Nous le regrettons également et nous en prenons acte. Pour conclure, je crois, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que nos interlocuteurs... Merci de laisser Madame la Ministre finir son intervention. Je pense que nos interlocuteurs, que nous avons longuement vus, rencontrés, ont compris la cohérence de la démarche du gouvernement. Ils l'ont acceptée. Alors qu'une réforme d'ensemble est engagée avec un calendrier très précis, puisque les concertations aboutiront avant la fin de l'année. Et ces concertations aboutiront à soumettre cette réforme des retraites au Parlement l'année prochaine. Il ne serait donc pas logique, il ne serait pas raisonnable aujourd'hui de statuer pour un seul corps professionnel sur les questions essentielles, notamment de solidarité, qui sont au cœur de la réforme à venir. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Ministre. S'il vous plaît, maintenant je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi modifiée par l'amendement numéro 3 et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 66 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Alors voici le résultat du scrutin numéro 103 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 274, pour l'adoption 22, contre 252. Donc le Sénat n'a pas adopté. Voilà, vous l'avez vu, finalement, eh bien, le Sénat a donc rejeté cette proposition de loi proposant de revaloriser les retraites agricoles à 85% du SMIC au lieu de 75% aujourd'hui, mais uniquement parce que le gouvernement l'avait forcé à voter sur un texte amendé par ce soin, c'est-à-dire avec un report de cette mesure à 2020, un véritable coup de force pour les sénateurs. Vous l'avez vu, eh bien, finalement, les 2 mois qui se sont écoulés depuis le début de l'examen de ce texte au mois de mars n'ont rien changé à la donne. Et donc, on l'a vu, il n'y a pas eu de compromis possible entre le gouvernement et le Parlement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.